Rebonjour, nous voilà dans la séquence 2, dans ce chapitre dédié à la construction de la matrice associée au tenseur des déformations et puis à son exploitation dans des petits exemples simples. Donc après avoir défini dans la séquence précédente l'origine de ce tenseur, on va maintenant exploiter ou voir comment des jauges extensiométriques collées à la surface d'un solide que l'on déforme vont permettre ces jauges de donner l'information en termes de déformation. Voilà. Alors on va se limiter dans le cadre de ces présentations, de la présentation de ce chapitre de cours, à des jauges collées à 45 degrés que l'on va présenter. Alors rappelons que la déformation permet de traduire, ou les déformations permettent de traduire les changements de forme d'un système. Pour pouvoir décrire ce qu'il se passe sur un solide que l'on déforme, on va faire appel à une matrice associée au tenseur des déformations, que l'on rappelle ici. Cette matrice possède trois composantes diagonales, epsilon x, epsilon y et epsilon z. Ces composantes diagonales traduisent les allongements unitaires dans les directions portées par les vecteurs ex, ey et ez. Cette matrice est symétrique, elle contient trois termes extradiagonaux, gamma xy, gamma xz, gamma yz. Ces termes extradiagonaux sont appelés des distorsions, des glissements suivant les auteurs, et vont traduire l'évolution de l'angle de deux directions portées initialement par les axes x et y pour gamma xy, l'évolution de l'angle portée par deux directions orthogonales xz et yz pour les termes gamma xz et gamma yz. Donc la matrice étant symétrique, eh bien, nous disposons à cette étape de 6 inconnus. Ces inconnus vont être estimés expérimentalement, en particulier à partir de jauges extensiométriques. Ce n'est pas la seule technique, mais c'est la technique que l'on a retenue dans cette présentation. Donc le principe consiste à coller des jauges à la surface d'un matériau. Ces jauges, ce sont des filaments électriques qui, lors d'une déformation, vont s'allonger et changer de section, et donc leur résistance électrique va varier. Donc on procède à une mesure de déformation indirectement en mesurant des variations de résistance électrique. Et par l'intermédiaire d'un étalonnage, on transforme une variation de résistance électrique en déformation. Alors cette technique est appelée extensiométrie, mais comme l'on a besoin d'estimer ici 6 inconnus, eh bien il va falloir coller au moins 6 jauges, et les jauges sont groupées par ensemble, généralement de 3 jauges, qu'on appelle des rosettes extensiométriques. Donc ce qu'on voit sur la partie droite du transparent, on voit des rosettes, pour l'exemple du haut, présentant 3 jauges faisant entre elles un angle de 45 degrés, et puis pour l'exemple du bas, on voit apparaître 3 jauges faisant entre elles des angles de 120 degrés. Alors dans ce chapitre et dans cette présentation, on va étudier, on va coller sur le petit solide cubique que vous voyez à l'écran des jauges extensiométriques sous forme de rosettes à 45 degrés. Donc sur la face avant de ce cube, on a collé 3 jauges, on a repéré en rouge celles qui sont collées dans le sens des axes du repère, à savoir ici l'axe Y et l'axe Z, et puis on a repéré en bleu la jauge qui est collée dans une direction faisant 45 degrés avec les deux directions précédentes. Les valeurs epsilon C, epsilon D et epsilon E représentent les allongements unitaires dans ces directions. L'allongement unitaire dans la direction Y pour epsilon C, l'allongement unitaire dans la direction Z pour epsilon E, et l'allongement dans une direction N qui fait un angle de 45 degrés avec les deux directions précédentes. Cet allongement est noté epsilon D et vaut 3 micromètres par mètre. Alors naturellement, l'information donnée par ces 3 jauges est insuffisante pour estimer les 6 composantes de la matrice associée au tenseur des déformations, et donc on a collé d'autres jauges, par exemple sur une face de normale Z, on va coller là encore une rosette extensiométrique avec des jauges à 45 degrés.
La jauge rouge epsilon c va nous donner l'allongement unitaire, on l'a déjà par ailleurs sur la direction d'y. Epsilon a va nous donner l'allongement unitaire dans la direction x, et puis epsilon b va nous donner l'allongement unitaire dans une direction étant la bisectrice des deux directions précédentes. Et enfin, même interprétation pour la rosette extensiométrique collée sur la face droite du cube. Epsilon E va nous donner l'allongement unitaire dans la direction Z, epsilon A dans la direction X, et epsilon F, la jauge bleue, dans une direction faisant 45 degrés par rapport aux directions précédentes, et on observe 4 micromètres par mètre. Donc, au vu de ces informations, que l'on résume sur ce schéma, on va calculer les composantes de la matrice associée au tenseur des déformations. Donc, je rappelle que les jauges extensiométriques représentées en rouge sont collées suivant les axes du repère géométrique, et les jauges colorées en bleu, sont situées à 45 degrés des jauges précédentes. Alors, écrivons notre matrice inconnue avec ses 6 composantes et intéressons-nous, jauge par jauge, à ce qu'il se passe en commençant toujours par les jauges qui sont portées sur des axes du système de coordonnées. La jauge A, elle est dans une direction n égale EX. Donc on va utiliser la définition de l'allongement unitaire. L'allongement unitaire, on l'obtient en faisant le produit scalaire du vecteur déformation, epsilon au point M dans la direction n par n. Ici, n est égal à EX, c'est naturellement un vecteur unitaire, donc on remplace n par EX, et puis on multiplie le vecteur déformation qui s'écrit dans cette direction epsilon x EX plus gamma xy EY plus gamma xz z. On le multiplie scalairement par le vecteur EX, 1, 0, 0, et on obtient donc epsilon x. Et naturellement, c'est epsilon a. Donc on en déduit que epsilon x, l'allongement unitaire dans la direction x, vaut 6 micromètres par mètre. On va faire le même raisonnement pour la jauge C qui est portée par l'axe y. On utilise ici encore la définition de l'allongement unitaire sous forme d'un produit scalaire. On remplace n qui est unitaire par EY. Le vecteur déformation s'écrit gamma xy EX plus epsilon y EY plus gamma yz que l'on multiplie scalairement par 0, 1, 0 et on obtient epsilon y égale epsilon c, soit 4 micromètres par mètre. Et enfin, on va exploiter l'information donnée par la jauge E, qui est collée dans la direction de l'axe Z. On choisit donc n égale EZ pour calculer l'allongement unitaire, comme dans les deux exemples précédents, et donc on obtient sans surprise que epsilon z est égal à epsilon E, c'est le même raisonnement que pour les deux transparents précédents. Epsilon z est égal à 2 micromètres par mètre. Donc, quand on a la chance d'avoir des jauges qui sont collées dans les directions des axes du système de coordonnées, bien l'information de la jauge est directement reliée à la composante de la matrice associée au tenseur des déformations, epsilon x, epsilon y, epsilon z. Alors, naturellement, ce ne sera pas le cas de toutes les configurations de jauge. Alors maintenant, il va falloir trouver la valeur des termes extradiagonaux. Les termes extradiagonaux sont notés gamma indice IJ, correspondent au glissement, aux distorsions dans des directions initialement orthogonales, et ces distorsions vont être calculées de façon très simple, ici, à partir des indications fournies par les jauges bleues, collées à 45 degrés par rapport aux jauges rouges. Alors intéressons-nous à la jauge B. Cette jauge B est collée dans une direction faisant 45 degrés par rapport à l'axe X et par l'axe Y, et donc cette direction, pour être caractérisée, fait appel à la normale unitaire n égale racine de 2 sur 2 EX, c'est cosinus 45 degrés ou cosinus pi sur 4, plus racine de 2 sur 2 EY.
On va calculer tout naturellement l'allongement unitaire dans cette direction. Pour calculer l'allongement unitaire dans cette direction, on utilise une quatrième fois dans ce chapitre, dans cette séquence, le produit scalaire du vecteur déformation que vous voyez apparaître à l'écran, epsilon mn, par la normale n, et donc on va faire le produit scalaire. En faisant le produit scalaire, on obtient le résultat suivant, epsilon n égale 1/2 de epsilon x plus gamma xy plus 1/2 de epsilon y. Mais epsilon x et epsilon y, on les connaît, ce sont les informations que l'on a obtenues grâce aux jauges coloriées en rouge, et on les voit rappelées ici, et donc on va pouvoir tirer par combinaison linéaire très facilement la valeur de gamma xy sous la forme epsilon b, la déformation, l'allongement unitaire indiqué par la jauge b, moins 1/2 de epsilon x, moins 1/2 de epsilon y. Et donc tout calcul fait, il n'y a pas de variation d'angle puisque gamma xy est égal à 0 micromètre par mètre. On va appliquer le même raisonnement pour utiliser les informations fournies par la jauge d. La jauge d est collée dans une direction faisant un angle 45 degrés par rapport aux axes y et z, donc n unitaire est égal à racine de 2 sur 2 EY plus racine de 2 sur 2 EZ. Là encore, on va exprimer l'allongement unitaire en calculant d'abord le vecteur déformation, epsilon mn, et ensuite en faisant le produit scalaire de ce vecteur par le vecteur n qui est rappelé au bas de l'écran. Et donc en faisant le produit scalaire, eh bien, on obtient epsilon n égale epsilon y fois 1/2 plus gamma yz plus 1/2 de epsilon z. Et epsilon n, c'est quoi? Bien, c'est epsilon d, la direction n, c'est la direction sur laquelle ou le long de laquelle on a collé la jauge d, représentée en bleu dans le plan de la figure. Donc par combinaison linéaire, on trouve le terme gamma yz, distorsion ou glissement, égale epsilon d moins 1/2 de epsilon y, que l'on connaît grâce aux jauges rouges, moins 1/2 de epsilon z. Donc tout calcul fait, ici encore, il n'y a pas de variation d'angle. Alors il nous reste une troisième information à obtenir. Cette troisième information va provenir de la jauge f. La jauge f, elle est collée dans le plan XZ, et la direction de cette jauge fait un angle de 45 degrés par rapport aux axes X et Z. Donc de la même façon, on caractérise le vecteur unitaire associé à cette direction. N égale racine de 2 sur 2 EX, c'est cosinus 45 degrés, ou cosinus pi sur 4, plus racine de 2 sur 2 EZ, et donc on va encore calculer le vecteur déformation. On va faire le produit scalaire de ce vecteur déformation par n, le vecteur unitaire traduisant la direction où on connaît de l'information, et donc on obtient, en remplaçant epsilon n par epsilon f dans cette direction, et par combinaison linéaire, gamma xz égale epsilon f, l'information donnée par la jauge f, moins 1/2 de epsilon x, et moins 1/2 de epsilon z. Et là encore, tout calcul fait, nous obtenons 0. Ça veut dire que dans cet exemple, si on récapitule les choses, eh bien, la matrice associée au tenseur des déformations est diagonale. Si cette matrice est diagonale, cela veut dire que le repère petit x, petit y, petit z est le repère principal, et que les termes de la diagonale sont donc les déformations principales. La plus grande, 6 micromètres par mètre, est appelée la déformation principale majeure. La plus petite, 2 micromètres par mètre, est appelée la direction principale mineure, et la valeur intermédiaire, 4, va s'appeler la déformation principale intermédiaire. Alors, on peut naturellement calculer la trace de la matrice associée au tenseur de déformation, et on rappelle que cette trace traduit la variation de volume. Si cette trace est nulle, on a une transformation sans changement de volume, donc une transformation isochore, et dès lors que la trace n'est pas nulle, eh bien on a la dilatation volumique delta V sur V, qui ici est égale à 12 micromètres par mètre. Dès lors que la dilatation volumique n'est pas nulle,
on va introduire une déformation moyenne. La déformation moyenne sera la trace de la matrice associée au tenseur des déformations divisée par la dimension de cette matrice, donc soit 3 dans le cas qui nous intéresse, soit 2 si on est dans un cas plan. Et cette déformation moyenne va nous permettre de décomposer la matrice associée au tenseur des déformations en une partie sphérique et une partie déviatorique. Donc ici, la déformation moyenne est égale à la déformation volumique divisée par 3. 12 divisé par 3, ça fait 4 micromètres par mètre. Et donc, on va réécrire la matrice associée au tenseur des déformations sous la forme d'une somme de deux matrices. Une partie sphérique qui sera égale à la déformation moyenne fois la matrice identité, c'est-à-dire le premier terme que vous voyez, avec 4 sur la diagonale, et ensuite une partie déviatorique, c'est-à-dire c'est la déviation par rapport à une déformation qui serait isotrope. Déformation isotrope, ça veut dire que le solide se serait déformé de la même manière dans toutes les directions de l'espace. Eh bien, pour tenir compte naturellement de cette déformation anisotrope, eh bien, on introduit dans la décomposition la partie déviatorique que vous voyez apparaître à l'écran. Voilà, donc on a décomposé lorsque la trace n'est pas nulle, donc lorsqu'il y a variation de volume, eh bien, on décompose la déformation, donc le changement de forme, sous la forme d'une déformation isotrope plus, donc traduite par la partie sphérique de la décomposition, plus une déformation anisotrope traduite par la partie déviatorique. Alors comme les valeurs 6 micromètres par mètre, 4 micromètres par mètre et 2 micromètres par mètre sont les déformations principales, puisqu'on est directement dans le repère principal, on peut se livrer à la représentation du tricercle de Moore. Donc dans le plan de Moore, on va porter sur l'axe horizontal, puisque nous les connaissons, les valeurs des déformations principales. De la gauche vers la droite, la déformation principale mineure, la déformation principale intermédiaire et la déformation principale majeure. On va utiliser 2 par 2 ces déformations principales pour tracer les cercles de Moore. Et naturellement, l'extrémité du vecteur déformation se situe, là encore, à l'extérieur des 2 petits cercles et à l'intérieur du plus grand cercle, c'est-à-dire dans la zone verte représentée à l'écran. Le rayon du plus grand cercle de Moore va correspondre, naturellement, au glissement maximal. Le diamètre du cercle, c'est 6 microns moins 2 micromètres par mètre égale 4 micromètres par mètre, divisé par 2 pour avoir le rayon. Donc 2 micromètres par mètre, voilà la définition du glissement maximal. Alors, un petit quiz pour essayer d'aller plus loin. Bien naturellement, les jauges à 45 degrés peuvent éventuellement ne pas être collées dans la direction du système d'axe de coordonnées. C'est ce que vous voyez ici. Et donc, vous demande de proposer une méthode d'analyse des informations fournies par les 3 jauges, jauge 1, jauge 2, jauge 3, de cette rosette extensiométrique à 45 degrés. Éventuellement, comment faire pour tirer de l'information et fabriquer la matrice associée au tenseur des déformations lorsqu'on utilise des jauges à 60 degrés. Et enfin, troisième type classique de jauge, proposer une méthode d'analyse des informations fournies par une rosette extensiométrique dont les angles feraient 120 degrés. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et nous allons nous retrouver juste après dans la séquence 3 pour terminer ce chapitre d'introduction au tenseur des déformations. Merci encore pour votre attention.